27e festival de Sarlat, mot à mot, et on commence avec vous, Alexis Michalik. Et alors je pourrais dire la coqueluche du théâtre français, les Molières, etc., etc. J'ai envie de vous proposer un mot à mot uniquement à partir des prénoms. Ça tombe bien. Vous allez retomber sur vos pattes, j'ai pas de problème avec ça, mais je trouve qu'on peut. Bon, c'est amusant, c'est notre théâtre à nous pour ce soir, ici à Sarlat. Le premier mot, c'est Alexis, donc le premier prénom, c'est Alexis. Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est un prénom qui est un peu universel. C'est un prénom qui peut être russe, qui peut être grec, cyrillique. À la base, c'est grec. Mes parents se sont rencontrés en Grèce, donc d'où père polonais, père français d'origine polonaise. Mon grand-père était polonais. Mon père est du nord, de Maubeuge. Ma mère est anglaise et ma grand-mère était australienne. Mon grand-père a rencontré ma grand-mère quand il allait la chercher en Australie pendant la Seconde Guerre mondiale pour surveiller les avions japonais. Donc moi j'ai une histoire de famille où chacun de mes parents, mes grands-parents, ils sont allés chercher leur conjoint dans un autre pays en fait. Voilà, donc Alexis, ça vient d'où? Ça vient de la Grèce. Ça vient de là. Deuxième mot, deuxième prénom, c'est Roméo. Roméo, bah oui, c'est pas parce que je suis un Roméo, c'est parce que c'était. Je mettrais Irina avec. Oui, effectivement, ouais. C'est le premier rôle que j'ai interprété, Roméo. J'ai eu la chance d'interpréter parce que j'ai rencontré Irina Brouk à 18 ans qui cherchait son Roméo pour monter un Juliette et Roméo. Et j'ai eu la chance de l'interpréter avec Jennifer Decker et ça a été un bouleversement pour moi puisqu'elle m'a complètement appris la mise en scène en fait. Elle m'a donné le virus de la mise en scène. Moi j'étais que acteur à ce moment-là, mais elle avait une façon de faire où elle cherche des acteurs déjà très différents, qui viennent d'origines diverses, qui savent tout faire, qui savent chanter, danser, du slam, de la guitare, de tout. Et elle les fait improviser, elle les fait jouer ensemble et elle crée un groupe. Et cette notion de groupe, cette notion de troupe, c'est une notion que j'ai toujours voulu conserver et transmettre. Encore aujourd'hui. Évidemment. William. William, c'est Shakespeare, hein, c'est mon dieu personnel, c'est le meilleur, hein, c'est-à-dire que vraiment il est au-dessus de tout. Et je l'ai découvert évidemment avec Irina, mais j'avais déjà vu des Shakespeare avant ça. Mais plus je le découvre et plus je le relis et plus je retourne voir des pièces et plus je me rends compte que c'est un génie et du chemin extraordinaire qu'il a parcouru. C'est essentiellement avec William que vous travaillez vos premières années? Oui, parce que après Irina, moi j'ai commencé à monter des spectacles. Le premier spectacle que j'ai monté, c'était Le mariage de Figaro de Beaumarchais. Et puis après, j'ai monté La Mégère apprivoisée de Shakespeare, mais en version comédie musicale, qu'on a appelée La Mégère à peu près apprivoisée, qu'on a joué pendant 5 ans, en terminant au Théâtre du Splendide. Et puis suite à ça, j'ai monté un Roméo et Juliette à moi, mais cette fois-ci avec 3 acteurs, avec Régis Vallée, qui est un de mes fidèles comédiens, et Anna Mialcea. Et on a joué pendant 3 ans, 4 ans. Donc c'est des spectacles qui nous ont accompagnés longtemps, et c'était ce que je faisais avant de commencer à écrire. Donc je coche Régis. Régis, exactement. Régis, ça c'est ma muse, c'est mon meilleur ami et c'est aussi un acteur qui a joué avec moi dans tous mes spectacles depuis le début et qui aujourd'hui non seulement joue dans Edmond encore, mais s'est lancé aussi dans la mise en scène en créant son premier spectacle La main de Leïla qui a joué l'année dernière à Paris et qui est en tournée actuellement. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ce serait pas comme Poquelin par hasard, Molière. Oui, Molière, moi c'est pas mon préféré, hein, je dois l'avouer. Le théâtre de Molière m'ennuie un peu. Je reconnais complètement son génie littéraire, mais c'est vrai que, vous savez, la différence entre Shakespeare et Molière, c'est que nous, ce qu'on perçoit de Shakespeare, c'est une adaptation, c'est une traduction. Tous les textes qu'on voit monter aujourd'hui en français, c'est forcément une adaptation. Alors que Molière, c'est le texte d'origine. Et les Français, les Anglais nous envient un peu de pouvoir faire à notre sauce ce qu'on veut avec Shakespeare. Eux, ils peuvent pas, c'est pareil. Et nous, on peut pas faire ce qu'on veut avec Molière. Il est un peu intouchable. Et j'ai assisté trop de fois à des classes ados qui viennent voir un Molière et qui en repartent en se disant « Oh là là, le théâtre, plus jamais ça », parce que c'est une langue difficile, c'est une langue qui n'est pas la plus simple. Et en plus de ça, les problématiques de Molière, les pièces, c'est souvent une maison bourgeoise, un intérieur bourgeois, un pater familias, et puis une trame, somme toute, classique. assez bourgeoise. Ouais. C'est assez classique. En même temps, on peut imaginer que
le texte de Rostand n'est pas non plus forcément... C'est pas d'une modernité ébouriffante, mais Rostand est beaucoup plus anglo-saxon dans sa structure qu'il n'est français. Il écrit des vers en alexandrin, c'est sûr, mais sa façon d'imaginer le scénario de Cyrano, c'est très anglo-saxon comme approche. Parce que c'est une approche qui place l'action en dehors de la maison, en dehors de l'intimité. Il raconte des histoires. Il raconte des histoires, exactement. Parmi vos références, j'ai 2 prénoms. Ouais. Alexandre. Oui, évidemment, Dumas. Bon. Oui, c'est sûr, Alexandre Dumas, c'est le raconteur d'histoire pour moi. Hein. C'est celui qui a le plus, en tout cas en France, créé le roman d'aventure, le roman historique, le roman. C'est un raconteur. C'est plus qu'un auteur à la Hugo qui est brillant et qui est reconnu partout pour son génie des mots et son engagement politique. Dumas, c'est un raconteur. En fait, Dumas, aujourd'hui, s'il avait existé, il aurait été showrunner, il aurait fait des longues séries, il aurait fait des films, il aurait fait... mais il vivait à l'époque du feuilleton, et donc il écrivait des romans d'aventure à tiroir, des romans historiques, et puis des pièces aussi. Et Dumas avait cette phrase, il a évidemment écrit beaucoup sur l'histoire de France, mais avec une certaine liberté. Et quand on lui reprochait d'avoir un peu arrangé les faits à sa façon, il disait « si j'ai violé l'histoire, au moins je lui ai fait des beaux enfants ». Steven Spielberg, évidemment, parce que moi je suis d'une génération qui a grandi avec les films de Spielberg, qui a été bercé, qu'il a réalisé ou produit, hein, les Indiana Jones, les Retours vers le futur, toute la E.T., tous les classiques de Spielberg, moi je les connais et je pense que on a grandi avec cette notion du récit, qui est un récit populaire, qui est un récit avec de l'humour, qui est un récit un peu naïf, un peu optimiste, qui est une espèce de grande saga fleuve. Et il est possible qu'il y ait un truc un peu Spielbergien dans ma façon de raconter une histoire, dans cet optimisme, dans cette naïveté et dans cette ampleur. Marie, comme Mary Poppins. Marie comme Mary Poppins. Alors ça, c'est vous qui voyez la corrélation. Moi, c'est vrai que... Ouais, Marie. On va y venir, mais je vois le début de votre film. Ce Paris qui est... Oui, un peu fantasmé, un peu imaginé, oui. Et puis Mary Poppins comme l'Angleterre aussi, puisque c'est quand même ma partie anglaise. Mais je préfère Mary Stuart. Pourquoi ? Voilà, parce que Mary Stuart, c'est une super pièce, alors que bon, Mary Poppins, ça me parle moins, on va dire. Edmond. Forcément. Edmond, forcément, parce que ça a été une immense part de ma vie et je crois que ça va l'être encore, c'est bien parti pour, en tout cas, pendant quelques temps. Edmond, c'est d'abord un film que je porte en moi depuis des années, c'est pour Edmond Rostand, bien sûr, et que j'ai envie de réaliser depuis maintenant 15 ans, j'en rêve depuis 15 ans, et puis il y a 5-6 ans, j'ai commencé à développer un scénario pour une boîte de production et on n'arrivait pas à le financer. Alors en désespoir de cause, je leur ai dit si je le faisais au théâtre. Et ils m'ont donné leur bénédiction et je l'ai monté au théâtre avec 12 comédiens, sans tête d'affiche. Et cette pièce a eu un succès suffisamment ample et immédiat pour qu'on parvienne à trouver les financements et qu'on parvienne à réaliser ce film. Quelques Molières, paradoxalement. Quelques Molières aussi, et puis non, mais un succès qui continue à durer, puisque c'est toujours au Théâtre du Palais Royal, puisque c'est toujours en tournée. Et voilà, et c'est devenu aujourd'hui une BD, et ça va être un film qui sort le 9 janvier, et c'est un peu le film de ma vie. Donc Edmond, je lui dois tout, je lui allume un petit cierge à chaque fois que je passe dans une église. Extrait de ce film. Alors, votre pièce, comédie, tragédie, vous avez 2 minutes. Tragédie. Comédie. Bien, le titre. Hercule. Oh. Savinien. Cyrano. Cyrano de Bergerac. Mon rôle? Cyrano. Très bien. Qui est-ce? Un poète. Fin bretteur, avec une laideur. Laideur? Enfin, laideur, non, mais disons un grand... nez. Un grand nez? Mais oui. Un nez énorme. Une protubérance. Qu'est-ce que c'est, le texte? Un début de tirade, la pièce n'est pas écrite. Pas écrite? Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple. Tenez. Par exemple, tenez... agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Putasse. Première rencontre entre le mélancolique Edmond et son acteur.
ça va donner en 1897, fin 19e. Ouais. Le mot derrière, alors c'est pas un prénom, c'est l'idée de la fascination. Ouais. Pourquoi ce moment du 19e? Alors, on voit bien l'idée du feuilleton, on voit bien l'idée des choses à rallonge comme ça, mais la question que je vous pose aussi par rapport à ça, c'est la question de l'immédiateté contemporaine. Ouais. Comment on joue quel est le rapport le feuilleton qui a une temporalité longue, et l'immédiateté contemporaine? Oui, mais même dans l'immédiateté contemporaine, on est toujours friand de feuilleton. On regarde des séries aujourd'hui, il y a des séries fleuves, et ça c'est toujours le cas, quoi. Par contre, le 19e, il y a cette fascination pour le 19e siècle parce que c'est le siècle du théâtre, parce qu'après, il y a le cinéma, avant, il n'y a rien, et au 19e siècle à Paris, les théâtres s'ouvrent. Et donc, on va voir des pièces merveilleuses, des bateaux, des super productions, des Dumas, des Hugo, des Ibsen, des Shakespeare. On redécouvre Shakespeare, enfin, il y a le Grand Guignol, le théâtre de Feydeau, le Vaudeville, enfin, tout ça, c'est au 19e siècle. Et Cyrano, c'en est un peu le chant du cygne et l'apothéose. Le chant du cygne parce que le cinéma arrive et petit à petit les salles de cinéma vont grignoter les salles de théâtre, non pas que le théâtre soit mort, mais que évidemment le cinéma va être un divertissement qui va supplanter le théâtre par son ampleur. Et voilà, et donc il y a Cyrano qui est une super production, 100 personnes sur scène, des costumes, des verres, tout le monde est persuadé que ça va être un four, et puis c'est le plus grand triomphe du théâtre français. Cyrano, pour vous? Cyrano, c'est pour tout le monde, je crois. En fait, je me rends compte, évidemment, en présentant Edmond et avec la pièce, que Cyrano, c'est la pièce préférée de tellement de gens en France, et ailleurs d'ailleurs, parce que Cyrano, c'est le panache. Il a un mot quand il rencontre son ami Lebray, et que Lebray lui dit « mais tu te fais trop d'ennemis, pourquoi tu fais ça ?» Et Cyrano dit j'étais géré dans un méandre. En gros, il dit je savais pas trop quel parti prendre. Et j'ai pris le plus simple, j'ai décidé d'être sublime en tout pour tout. Et Cyrano, c'est ça, c'est quelqu'un qui est sublime tout le temps. Et il est aussi sublime parce qu'il ne parvient pas à connaître le succès, parce que sa franchise et sa sincérité le condamnent à se faire trop d'ennemis pour parvenir à avancer, parce que dans la vraie vie, effectivement, il n'y a pas de succès sans compromis. Cyrano, il est sans compromis, mais il a les capacités de répondre à quiconque voudrait découdre avec lui, puisque en plus c'est un bretteur brillant. Mais il a aussi cette blessure qui le rend en plus sympathique, qui est qu'il est secrètement amoureux de quelqu'un qui ne pourra jamais l'aimer. Donc, en fait, Cyrano, tout le monde l'aime. Les femmes l'aiment parce qu'il est merveilleux. D'ailleurs, dans Cyrano, il y a une scène où la distributrice vient lui proposer à manger et on voit bien qu'elle a un faible pour lui. Et puis les hommes le respectent et l'admirent parce qu'ils aimeraient bien être à sa place. C'est le panache. Roxane, c'est ça le panache, oui. C'est ça le panache, oui. Roxane, c'est celle qu'il aime, c'est sa muse en fait, Roxane. Parce qu'en réalité, dans la vraie vie, il y a un moment où on consomme cette histoire. En fait, Cyrano, c'est le Cyrano de Bergerac, la pièce, c'est la quintessence du romantisme. Le romantisme, c'est mourir d'amour. C'est-à-dire, c'est aimer jusqu'à la mort sans jamais consommer ce mariage. C'est ce que j'ai essayé d'amener dans Edmond, dans le film, dans la pièce. C'est ce romantisme absolu, c'est que Edmond est en panne d'inspiration. Pourquoi? Parce qu'il lui faut une muse, il lui faut quelqu'un qui peut aimer chastement pour qu'il puisse produire cette pièce. Et cette muse, dans Cyrano, c'est Roxane. Et c'est celle aussi qui donne à Cyrano une raison de vivre, parce que s'il lui parle, s'il avoue, alors c'est cassé. Tant que ça n'est pas cassé, tant que ça reste une muse, il pourra produire des choses merveilleuses parce qu'il sera constamment en souffrance. Cyrano, Roxane, Alexis, metteur en scène de théâtre, avec cet extrait. 1895. Je n'ai rien écrit en 2 ans. Comment puis-je trouver un sujet en 2 heures? Je ne sais pas, Edmond, improvise. Cyrano de Bergerac. Qui est-ce? Un poète, fin bretteur, avec un grand nez. Un grand nez. Il m'a commandé une pièce en 3 actes. Mais c'est merveilleux. Merveilleux peut-être, sauf que je n'en ai pas écrit une ligne. Edmond, personne ne te connaît. Tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce. Champagne! On ne peut pas monter Cyrano en 3 semaines. Molière a monté Tartuffe en 8 jours. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Non, non, non et non. Si Maria Legault ne joue pas Roxane, nous retirons nos parts. Coquelin perd son théâtre, vous perdez votre pièce. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi,
Je loue. Quand un verre lui plaît, en revanche, mon cher, il le paye très cher. En revanche, mon cher, il le paye très cher. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais si mal. Dis, tête-moi, cet acteur-là, ça n'est pas possible. Pas possible. Oui, je sais, il joue faux. C'est le pire acteur du monde. Eh bien, mes amis, ça sent le succès. Pardon, Coquelin, pardon. De quoi? Pardon de vous avoir entraîné dans cette galère. Tout va bien se passer. Vraiment? Eh oui, au pire, on se retrouvera en prison. En prison? Tout va bien se passer, répète Edmond. 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 Le prénom suivant est Samson. Samson et c'est Dalila. celui qui écarte les colonnes du temple. Ouais. Et donc, l'écartèlement vous concernant, c'est le théâtre et le cinéma. Ouais. Donc, premier film, la transposition du théâtre au cinéma, qui est en pied de nez d'ailleurs. Hein, ça avait commencé par le cinéma. C'est cette idée-là. Faut pas qu'on me coupe les cheveux, quoi. C'est ça le danger, parce que sinon je perds tous mes pouvoirs. Comment on passe de l'un à l'autre, comment on dialectise l'un avec l'autre. En fait, moi je pense que j'ai toujours pensé à l'un et l'autre. J'ai grandi en étant comédien, en faisant du cinéma, en faisant de la télé aussi beaucoup. J'ai fait du théâtre aussi très jeune, et puis j'ai toujours continué à faire les deux en parallèle. J'ai toujours été comédien et à écrire aussi. Et donc c'est pas comme si, évidemment, les pièces ont connu un certain succès, donc on voit les pièces, mais j'ai pas non plus arrêté de jouer dans des films, de jouer dans des séries, d'écrire pour des séries parfois, et de réaliser des courts-métrages aussi. Je pense que c'est tous des métiers complémentaires. Et il est évident que tout ce que j'ai fait au théâtre me sert infiniment quand je réalise un film. Le cercle des illusionnistes, oui. Voilà. Mais tout simplement, je veux dire, diriger des acteurs, raconter des histoires, fédérer une équipe, tout ça, c'est des choses qui servent quand on fait du cinéma. Juliette. Juliette comme qui? Comme Juliette de Juliette et Roméo ou Juliette de Juliette Azopardi? Comme Juliette Gréco. Ah, Juliette Gréco. Qui chante notamment Je vais les dimanches, oui, c'est vrai. C'est très juste, ouais. Comme Brel aussi chantait. Ouais. Donc la question de... On vient presque à l'immédiateté et à nos prothèses qui nous empêchent trop d'ennui. Ouais, c'est vrai. Non, mais j'aime bien les dimanches, moi. Et j'aime bien aussi m'arrêter. Moi, j'ai fait un burn-out il y a 4 ans. Et tout d'un coup, ça a été... mon corps m'a dit stop. Et depuis, j'ai appris qu'il fallait que je prévoie des vacances. Avant ça, je n'avais pas vraiment conscience que c'était important. Et maintenant, je le sais. Je sais que c'est important d'avoir un dimanche où on débranche. Donc j'aime les dimanches. Tess, comme dans mon court-métrage Friday Night, c'est d'actualité. Ça se passe. C'est un court-métrage qui a une histoire aussi assez incroyable. En fait, j'ai gagné un concours par les voitures Lexus et Weinstein, la compagnie Weinstein, avant que le scandale n'éclate. Avant MeToo. Et ce concours, en fait, permettait à des jeunes réalisateurs aspirants de réaliser un court-métrage avec un budget assez confortable. Et j'ai été envoyé aux États-Unis pour qu'on annonce ce prix. Et la veille, c'était le 13 novembre 2015, il y a eu les attentats. Donc je suis arrivé avec un sujet qui était une histoire de science-fiction. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que je devais raconter ce que j'avais vécu la veille. Et donc ça a été un peu difficile de leur faire accepter, mais finalement, ils ont dit bon d'accord. Et très peu de temps après les attentats, on a filmé ce court-métrage qu'on peut retrouver en ligne d'ailleurs, qui s'appelle Friday Night, en anglais. Et c'est l'histoire d'une touriste américaine dont la fille étudie à la Sorbonne et qui va passer la soirée pendant les attentats à chercher sa fille. Et sa fille s'appelle Tess. Extrait. Excuse me, does anyone speak English? My daughter is at that club. She's 18. Des quoi, là? Sa fille est à la boîte, là où il y a la prise d'otage. Can you take me there? Laisse tomber, c'est chaud. I can pay you. Whatever you want. I'm sorry, I don't have a car. Karim, t'as un scooter, toi, non? Tu peux l'amener? You have a scooter? Please take me there. Please. Please. It's my daughter. She's 18. She's my little baby. She didn't do anything. Please.
c'était donc un novembre. Oui. Maintenant plusieurs années, mais Tess, beau prénom. Peut-être qu'on peut terminer avec cette idée-là, avec qui n'est pas un prénom, c'est un nom, c'est Crésus. Et Crésus, c'est pas seulement l'argent. Non, bien sûr. C'est l'idée de la notoriété. C'est-à-dire que on a l'impression qu'avec les Molières aujourd'hui, vous êtes une coqueluche. Enfin, je trouve pas un mot très bon, mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, l'idée de Crésus, mais comme allusion à la notoriété. Qu'est-ce qu'on en fait quand on a, comme vous, entre 30 et 40 ans? Moi j'ai une certaine chance, c'est que c'est une notoriété relative. C'est-à-dire que moi, quand je me balade dans la ville ou que je prends le métro, personne ne m'emmerde. Vous avez une belle gueule, donc Oui, mais personne ne me demande un selfie, quoi. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est très agréable. Non, mais c'est même pas calme, c'est que je préfère pouvoir prendre le métro tranquille ou voyager sans qu'on sache qui je suis. J'aime bien cette anonymité. En revanche, si ça continue et que ça continue à marcher, évidemment, il y a un moment où il va falloir faire avec. Mais c'est pas ce que je recherche, en tout cas. Une dernière chose, mais j'ai pas de prénom pour le coup, c'est Prison. Oui, c'est vrai, ouais. C'est mon dernier spectacle. Intramuros. Intramuros, ouais. Et là, pour le coup, on a une dimension un peu particulière, un peu personnelle sur des récits de prison. J'ai pas de prénom, donc. Ange, c'est le prénom du détenu, et c'est. C'est Ange. Merci de me C'est Ange. Merci de me souffler. Je vous en prie. Mais en fait, Intramuros, c'est né parce que je suis allé en prison pour rencontrer des détenus à l'occasion d'un court-métrage. Et ça a été un bouleversement, évidemment. C'était des gens qui étaient dans une prison centrale, donc qui étaient là pour très longtemps. Et je leur ai demandé, mais on vous a déjà donné des cours de théâtre? Quelqu'un est déjà venu donner des cours de théâtre? Et quelqu'un a dit, moi, il y a longtemps, j'y suis allé, mais j'étais tout seul, alors du coup, ils ont annulé le cours. Et donc, je me suis dit, tiens, ça ferait une bonne histoire, ça. Donc, c'est l'histoire d'un prof de théâtre qui vient donner un cours de théâtre en prison. Et il n'y a que 2 détenus qui se présentent et ils décident quand même de donner le cours. Et finalement, ils vont se mettre à parler de leur histoire. Et là, on va se rendre compte que ce n'est pas juste un cours de théâtre, c'est un thriller. Merci. Merci Alexis. à vous. Philippe vous remercie. Merci Philippe. Merci à vous.